Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des vidéos de soucoupes volantes sur internet. Alors on voit toutes sortes de choses, des points qui brillent dans la nuit, d'un coup, ça part à toute vitesse. Mais curieusement, c'est pas trop le genre de sujet qu'on aborde à la machine à café le matin avec les collègues ou avec le boss. Non, en général, c'est plutôt un sujet qu'on évite. D'ailleurs, même le terme OVNI est devenu tabou. Maintenant, on dit PAN, phénomène aérospatial non identifié. Mais comment peut-on en venir à croire que des soucoupes volantes se baladeraient au-dessus de nos têtes sans jamais rien faire d'autre que nous observer? Mais bon, qui sait, peut-être que dans 10 millions d'années, nous aussi on ira voir ce qui se passe sur des planètes primitives, comme on regarderait la télé, peut-être qu'elle se nous fera marrer, je sais pas. Faut dire que c'est pas évident de se renseigner sur les ovnis. On tombe tout de suite sur des complots d'aliens reptiliens qui auraient pris le contrôle de nos dirigeants à l'aide de puces 5G implantées dans leur cerveau. Remarquez, à la limite, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Non, moi ce que je préfère, c'est ces espèces de gourous là, qui communiquent par télépathie avec des entités extraterrestres pour délivrer des messages très importants pour l'humanité. Aum, les êtres galactiques de lumière vous saluent, habitants de Gaïa. Nous vous invitons à délaisser le mental qui est source de conflits pour vous ouvrir à la lumière et vous autoriser pleinement à recevoir notre transmission quantique. Nous allons maintenant synchroniser votre matrice et nous connecter à votre ADN. Oui, non, mais pourquoi pas, hein, restons ouverts d'esprit. D'ailleurs, c'est quoi être ouvert d'esprit? Est-ce que ce serait pas par définition être ouvert à tout, sans aucune limite? Donc c'est jamais évident de savoir quand il faut s'arrêter, dès lors qu'on aborde un sujet auréolé de mystère. Et puis il y a pas mal de choses qui nous semblent aujourd'hui évidentes, mais qui semblaient complètement ridicules au départ. Regardez le Big Bang par exemple. Quand un physicien a annoncé que l'univers était sorti de rien, comme ça, pouf! Autant vous dire que tout le monde s'est bien payé sa tronche. L'expression même de Big Bang provient d'une moquerie d'un de ses détracteurs. Et puis en quelques années, c'est passé de ridicule à évident. Comme toute idée révolutionnaire. Les ovnis en France, c'est un sujet ridicule pour une grande majorité de personnes. Aux États-Unis, on prend déjà le sujet beaucoup plus au sérieux. Et beaucoup d'Américains ont vu des choses. Alors, je sais, les gens voient des choses, hein, ils prennent des ballons météorologiques pour des soucoupes volantes, ce genre de trucs. Non, vraiment, ça arrive. D'ailleurs, ça arrive même à l'armée. Bah oui, vous savez que c'est comme ça qu'a été connu le fameux crash de Roswell près de la zone 51. Ah oui, non, c'est pas les cutéreux du ranch de Roswell qui sont allés raconter qu'ils avaient récupéré une soucoupe volante. Non, non, c'est le commandant de la base aérienne de Roswell qui a pris l'initiative de faire un communiqué à la presse pour annoncer fièrement qu'ils avaient récupéré une soucoupe volante. Bah autant vous dire que l'affaire a fait immédiatement le tour du monde. Je vous laisse imaginer la réaction de l'état-major quand elle a appris que la presse était au courant. Vous avez fait quoi? Enfin, vous êtes complètement siphonné. Mais alors vous récupérez une soucoupe volante extraterrestre et vous vous dites, tiens, si j'allais tout déballer à la presse comme ça. Non mais oh, ça tourne pas rond là-dedans. Comment ça, c'est pas dans le règlement? Bah, enfin, un peu de jugeote. Ça, je peux vous assurer que ça va vite y figurer dans le règlement. En plus, on a déjà fait assez de foin comme ça pour aller récupérer les débris avec les fédéraux et tout le tralala. C'était déjà pas très discret, mais alors celle-là, ils seront pas prêts de l'oublier, les petits gars de la presse, avec Comac. Et qui est-ce qui va se creuser le citron maintenant pour inventer une excuse crédible? C'est Bibi. Oui, 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 bah ça va les excuses, c'est avant qu'il fallait réfléchir. Hein. Oh mais quel pignou celui-là. En plus, je peux même pas le virer, sinon ça va paraître bizarre. Le lendemain, l'état-major à la presse. On est là un petit peu vite en besogne. On a fait venir quelques experts et après quelques analyses plus poussées, nous avons désormais la certitude que ce que nous avions pris pour une soucoupe volante n'est en fait qu'un ballon-sonde. Oui, oui, non mais les mecs n'avaient pas leurs lunettes, ils se sont trompés, voilà, ça arrive. Et d'ailleurs, voici les débris. Une petite photo. Cheese. Bon, autant vous dire que comme le principe de cette séance photo, c'était quand même de montrer qu'il était impossible de prendre ces débris pour ceux d'un ovni, on peut quand même se demander ce que cette histoire de soucoupe volante est venue foutre là-dedans. En tout cas, c'est depuis ce même été 1947 que les ovnis ont été vus un peu partout dans le monde et que le terme de soucoupe volante a été inventé. À l'époque, on pensait que ces engins pouvaient provenir de Mars ou de Jupiter, on n'en savait rien. Alors évidemment, il y en a peut-être qui ont voulu surfer sur la vague pour se rendre intéressant, en produisant de faux témoignages, pourquoi pas. Mais à part risquer de perdre son job et de passer pour un fou, il n'y a généralement pas grand-chose à y gagner. Il y en a même qui ont fini à l'asile. Comme ce type qui dirigeait une entreprise qui fournissait des équipements de pointe pour la NASA, un certain Paul Benevitz. Il se trouve qu'il habitait tout près d'une zone d'activité secrète de l'armée. Et à force de voir ce qu'il prenait pour des essais d'ovnis depuis sa fenêtre, il a commencé à faire des enregistrements vidéo et radio. Quand l'armée a appris ça, ils ont eu l'idée d'émettre de faux messages radio pour faire croire que les extraterrestres allaient bientôt envahir la Terre et que les carottes étaient cuites. Si bien qu'au bout d'un moment, le mec est devenu tellement parano, tout ça lui paraissait tellement réel, que sa propre famille a fini par le faire interner dans un asile psychiatrique. Qui a dit qu'il n'avait pas d'humour à l'armée? Alors c'est vrai, il y a énormément de canulars. Souvent de l'armée d'ailleurs, vous avez remarqué.
Il y a même ce pilote de l'US Navy qui s'amusait à se faire passer pour un ovni quand il repérait des campeurs isolés la nuit. Il a fait le tour des plateaux télé aux États-Unis il y a quelques mois après une course-poursuite avec un ovni. Il faut dire que c'est la toute première fois de l'histoire que l'US Navy a reconnu officiellement les vidéos d'un ovni prises par les caméras embarquées de l'avion. Et comme la présence de l'OVNI a été confirmée par les radars en vol et au sol, et que 2 équipages l'ont observé simultanément depuis des points de vue différents pendant plusieurs minutes, autant vous dire que cette histoire a fini d'enfoncer l'épine que les sceptiques avaient déjà dans le pied. Parce que si l'on continue à ne pas croire aux ovnis, il faut désormais supposer que l'armée élabore un gigantesque complot mondial pour faire croire que les soucoupes volantes existent, alors qu'en réalité, ça ne serait pas le cas. Donc ça devient très compliqué aujourd'hui de ne pas croire aux ovnis. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé l'expression « croire aux ovnis ». Qu'il s'agisse de croire ou de ne pas croire, c'est le même biais cognitif de croyance qui est en jeu. Ne pas croire, c'est croire en la non-existence des ovnis. Mais dans les deux cas, on donne une réponse avant d'avoir étudié objectivement la question. Donc ne pas croire, c'est surtout ne pas vouloir savoir. Prenez le ministre japonais de la Défense, par exemple. Il a déclaré il y a quelques mois avoir mis en place une force spéciale sur les phénomènes aériens non identifiés, afin, je cite, d'améliorer leur compréhension et de mieux connaître leur nature et leur origine. Sachant qu'il déclare dans le même temps ne pas croire aux ovnis. Comme s'il y avait un mécanisme psychologique dans le cerveau qui empêchait toute objectivité sur la question, quelle que soit l'intelligence de la personne. Il y a un physicien qui a dit un jour « Ce qui est important en science, c'est de découvrir non de nouveaux faits, mais plutôt de nouvelles façons de les penser. » Vous savez que jusqu'aux années 2000, on croyait encore être les seuls dans l'univers. En réalité, ce n'est que très récemment, en 2014, qu'on s'est rendu compte du nombre absolument vertigineux de planètes potentiellement habitables. Chaque étoile que vous apercevez dans le ciel, c'est un soleil comme le nôtre, avec des planètes qui tournent autour. Dans chacun de ces systèmes solaires, il y aurait en moyenne 2 planètes situées dans la zone habitable, ni trop près, ni trop loin de leur étoile. La Terre et Mars dans notre cas. Alors des étoiles, il y en a environ 400 sextillions dans notre univers, un nombre à 23 zéros. Donc même avec une probabilité infime de voir apparaître la vie sur une planète donnée, ça fait encore des milliards et des milliards de planètes qui sont habitées. Ou qui l'ont été, parce que des civilisations qui se sont anéanties dans un cataclysme nucléaire, il a dû y en avoir plus d'une. N'oubliez pas qu'on a nous-mêmes frôlé la catastrophe pendant la guerre froide, notamment avec la crise des missiles de Cuba. C'est vrai que ces dernières années, notre place dans l'univers a bien changé. D'ailleurs, la NASA vient d'annoncer qu'elle s'attendait à un contact extraterrestre d'ici 20 ans. Alors dans l'eau, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines civilisations qui seraient parvenues à explorer d'autres planètes, malgré les distances qui les séparent? Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait depuis le début, construire des engins toujours plus rapides et plus efficaces pour aller explorer toujours plus loin? On commence déjà à avoir les premiers taxis volants, c'est formidable. Pourtant ça nous semblait inenvisageable il y a à peine quelques années. Bon, par contre, autant vous dire que le taxi volant pour aller explorer l'univers, c'est pas encore ça. Parce que les distances qui séparent les systèmes solaires sont tellement gigantesques qu'il faudrait plusieurs années à un rayon de lumière pour faire le trajet. Sachant que pour amener un objet à quelques pourcents de la vitesse de la lumière, les énergies en jeu deviennent colossales. Il faudrait l'énergie de plusieurs soleils qui transforment des millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. C'est une quantité d'énergie qui nous semble inenvisageable. Et pourtant, on est en train de construire un réacteur, ITER, capable de produire 5 fois l'énergie produite par notre soleil. Mais la source d'énergie, ce n'est pas tout. Il faut également un moteur pour convertir cette énergie en déplacement. Donc on a beau avoir une énergie presque infinie, ça ne suffit pas pour atteindre des vitesses supérieures à quelques milliers de kilomètres/heure. Donc avec nos classiques moteurs à propulsion, il nous est impossible d'envisager l'exploration d'exoplanètes. Mais au fait, qu'est-ce qu'ils ont les extraterrestres comme moteur dans leur soucoupe? Pour le savoir, c'est très simple. Il suffit de demander à Bob Lazar. Bob Lazar, c'est un petit génie des systèmes de propulsion qui aurait fait du reverse engineering sur les 9 soucoupes volantes récupérées par l'armée du côté de la fameuse zone 51 de Roswell. Selon lui, ces engins utilisent un moteur antigravité, mais on ne disposerait pas encore des connaissances suffisantes pour comprendre comment fonctionne cette technologie. Mais est-ce que c'est crédible, cette histoire de moteur antigravité? Il faut bien le reconnaître, l'antigravité, pour l'instant, ça relève de la science-fiction. Certains affirment qu'il faudra même 1000 ans pour atteindre le niveau scientifique suffisant. Mais ce qui est curieux, c'est que la plus grande énigme de notre univers est directement liée à la force de gravité. Pour faire simple, on ignore de quoi est composé 95% de notre univers. Mais ce qu'on sait, c'est que cette quantité colossale d'énergie manquante a justement un pouvoir répulsif sur la matière. Autrement dit, cette énergie a un pouvoir antigravitationnel. Il y a d'ailleurs plusieurs expériences scientifiques en cours sur le sujet pour tenter de percer les secrets de l'antigravité.
Si vous souhaitez savoir comment ça fonctionne, je vous invite à découvrir l'article dédié à ce sujet. En tout cas, ce moteur antigravité expliquerait pas mal de choses qui peuvent sembler a priori bizarres à propos des ovnis. Le fait qu'ils n'émettent aucun bruit en se déplaçant, l'absence de dégagement de fumée ou de chaleur qu'on peut observer sur n'importe quel moteur à propulsion, ou l'absence de bang supersonique qu'on entend normalement en dépassant le mur du son. Quant au contour flou des engins également souvent observés, ça s'expliquerait par le champ gravitationnel qui courbe les rayons de lumière autour du vaisseau. Et les accélérations fulgurantes qui permettent des changements instantanés de trajectoire pourraient éventuellement s'expliquer par certaines propriétés plus exotiques de la matière noire. Ce que l'on connaît en tout cas, c'est l'impact que pourrait avoir la visite d'êtres qui disposent d'une technologie avancée sur une civilisation primitive. Tout simplement parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les îles du Pacifique à la fin du XIXe siècle, où un pilote de l'armée américaine a atterri avec son avion près d'un village. Les autochtones, isolés sur leur île, n'avaient aucune idée de ce qu'était la technologie moderne et ils n'avaient jamais vu d'avion. Devinez ce qui s'est passé. Eh bien, ils ont considéré que le pilote était un dieu et ils se sont mis régulièrement à lui faire des offrandes. Chose plus curieuse encore, ils faisaient aussi des offrandes à l'avion, qu'ils considéraient également comme divin. Mais forcément que c'est un sacré bordel dans leur tête aux autochtones, puisqu'ils n'ont aucune notion de technologie ou d'aviation. Alors ils se sont mis à reproduire des maquettes de l'avion et de la radio. Et ils utilisaient leur radio en bois pour demander des ravitaillements aux dieux. Et quoi de plus logique pour eux? Ils faisaient exactement comme le pilote. Et avec un bateau, ça marche aussi. Quand les conquistadors ont débarqué chez les Aztèques et les Incas, ils n'ont pas eu besoin de se battre, puisque là aussi ils ont été pris pour des dieux avec leurs navires, leurs armures et leurs épées. Donc ça, c'est tout à fait le genre de méprise qui peut résulter du choc culturel entre deux civilisations séparées par la technologie. Mais est-ce que ce serait pas un tout petit peu l'histoire rapportée dans la Bible, avec Dieu qui arrive du ciel avec ses anges? D'ailleurs, si on jette un coup d'œil aux témoignages des prophètes de la Bible, on peut se poser des questions. Alors vous êtes monsieur Ézéchiel, vous venez faire une déposition, c'est ça? Vous avez vu un chariot dans le ciel? Bien ça, tiré par des chevaux de feu. Des chevaux de feu, intéressant. Et continuez, je vous écoute. Vous avez vu donc une grosse nuée et un feu qui l'environnait et une lumière qui éclatait tout autour. Et il y avait, je note, au milieu il y avait une espèce de métal très brillant, comme de l'airain poli. Très bien, monsieur Ézéchiel, bon, soufflez dans le ballon, je vous prie. Bon, écoutez, je vais envoyer votre déclaration à GEPAN, c'est eux qui s'occupent des témoignages d'OVNI. Allez, à bientôt, monsieur Ézéchiel, au revoir. Bon, là, je veux dire, on comprend bien que le mec manque de vocabulaire pour décrire ce qu'il a vu, que ça le dépasse totalement. D'ailleurs, comment quelqu'un de l'Antiquité qui n'a aucune notion scientifique pourrait décrire autrement un engin spatial qui semble défier les lois de la pesanteur? Ça me fait penser aux Indiens d'Amérique, quand ils ont découvert le train à vapeur. Ils l'ont baptisé cheval de métal. Ben oui, ils ont bricolé avec les concepts qu'ils avaient. Alors vous allez me dire, ces histoires dans la Bible c'est bien beau, mais c'est pas pour autant que c'est vrai, je suis d'accord. Mais je vous rappelle que si l'histoire de Dieu qui descend du ciel est fausse, il y a quand même quelques milliards de personnes sur Terre qui sont à côté de la plaque. Et puis, entre croire que Dieu est descendu sur Terre dans un chariot de feu ou que les extraterrestres se baladent dans leur soucoupe, il n'y a pas grande différence. Parce qu'après tout, si Dieu n'est pas une créature d'une quelconque civilisation exogène, qu'est-ce que ça pourrait bien être d'autre de moins farfelu? D'ailleurs, avant que les organismes comme le GEPAN s'occupent de recenser les observations d'OVNI, c'était l'Église qui s'en occupait. Alors bien sûr, on n'appelait pas ça OVNI à l'époque, on parlait plutôt d'apparition divine ou de vision de la Vierge. Mais certaines descriptions reviennent de façon récurrente. Un disque lumineux qui tourne sur lui-même à grande vitesse, qui change de couleur et émet des rayons lumineux. Je vous propose de découvrir dans un prochain article audio le lien entre l'origine des religions et ces fameuses soucoupes volantes. On s'intéressera notamment aux textes sacrés hindous qui relatent la venue de dieux provenant d'un autre système solaire à bord de leur machine volante, les Vimana. En attendant, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel.